Bienvenue à vous, bienvenue à tous si vous regardez ce live sur YouTube, bienvenue à ceux qui sont sur Twitch en direct. C'est la deuxième édition de ce débrief Ligue 1 où on va passer en revue toute la deuxième journée de Ligue 1, les 9 matchs, parce que j'ai encore passé un week-end à ne pas toucher de l'herbe et j'ai vu tous les matchs de ce week-end. Ce ne sera pas forcément le cas tout le temps, mais pour l'instant, on tient bon. Bienvenue à tous, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui pensent à mettre les petits pouces bleus, merci à ceux qui mettent des commentaires et tout ça. Ça porte ses fruits. Alors je sais pas si c'est l'algorithme YouTube ou Laurent Blanc, mais le débrief du match entre Lyon et Montpellier est à 23 000 vues, ce qui est mon record absolu de vues sur YouTube. Donc merci à vous, parce que c'est de votre faute, hein. C'est grâce à vous, ou de votre faute, au choix, si le débrief est monté aussi haut. Pour ceux que ça intéresse, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo, et normalement ça va s'afficher en haut à droite de votre écran. Là-haut, là-bas, il va y avoir un petit rond dans lequel vous pouvez cliquer si vous voulez voir une version plus longue du match entre Lyon et Montpellier. On en parlera vite fait pendant ce débrief, mais ce ne sera pas le cœur du sujet. Est-ce qu'on peut avoir le lien ici? Bon, on verra ça après. On va donc débriefer cette deuxième journée de Ligue 1 2023-2024. Journée peut-être un peu moins palpitante que la première, avec pas mal de buts, mais pas autant que lors de la première journée. Des résultats parfois à sens unique. Et comme je l'ai mis dans la miniature et dans le titre de ce live, sale temps pour les gros, effectivement, parce qu'il faisait certes très chaud, mais qu'aucun club parmi le top 4 n'a gagné de match ce week-end. Ni le Paris Saint-Germain, ni l'OM, ni Lens, ni Rennes ne sont parvenus à s'imposer lors de cette deuxième journée, ce qui nous donne, vous allez le voir, un classement un petit peu bizarre sur cette deuxième journée de championnat, puisque le leader au classement n'est autre que l'AS Monaco, ça c'est pas trop une surprise, mais suivi par Brest et Montpellier. Voilà. On va faire un petit point tout d'abord sur les résultats de la deuxième journée. Comme d'habitude, vous allez avoir le petit icône des yeux, c'est quand j'ai vu le match, et des yeux un peu grisés, c'est quand c'est le multiplex, et on peut pas avoir les yeux partout, donc voilà, le multiplex, on peut pas voir les 3 matchs en même temps. Mais pour le reste, j'ai vu les 6 autres matchs dans l'intégralité. J'ai même regardé en replay la première partie de Toulouse-Paris Saint-Germain et je n'aurais pas dû parce que c'était chiant comme la mort. Merci Nate Curry pour le prime. Un début de championnat bien moyennasse, bien tassé. Bien tassé, effectivement. On a commencé on a commencé vendredi, pardon, par un match nul entre Metz et Marseille. On y viendra juste après. Un match, comment on va dire, rigolo, divertissant, pour ne pas dire autre chose. On a enchaîné derrière samedi 19h avec la sérieuse déconvenue de l'Olympique Lyonnais contre Montpellier, dont je vous invite à aller voir le débrief, puisque j'étais vêtu d'un très très beau costume de clown. On en parlera un peu plus tard. Match nul à nouveau pour le PSG qui cette fois s'est heurté au Toulouse FC avec un match un peu dans la même structure. Lille s'est imposé facilement face au FC Nantes 2-0 en début de journée. Le multiplex a accouché d'une deuxième victoire du Stade brestois au Havre, d'une victoire très facile du Stade de Reims contre Clermont, vraiment en full détente. Match nul entre Lorient et Nice. Monaco a écrasé Strasbourg 3-0, même si en vrai on verra qu'il y a eu beaucoup de réussite côté monégasque, mais Strasbourg, qui avait tant brillé face à l'Olympique Lyonnais la semaine dernière, n'a absolument rien montré du côté de Louis II. Et on a donc terminé cette journée par ce match nul entre Lens et Rennes, match nul arraché par les Rennais à la faveur d'un penalty au retour des vestiaires. C'est dommage pour Lens qui a fait un peu le même coup que la dernière fois, que la dernière semaine, c'est-à-dire une très bonne première mi-temps et puis plus grand-chose. Attention Lens, hein, ça fait 2 petites déconvenues d'affilée, même si on sait qu'ils vont se renforcer incessamment sous peu avec l'arrivée d'Eli Wahi, qui a été annoncé en tout début de match, en tout début de soirée. Voilà, pour les résultats, 25 buts, on en avait 32 le week-end passé. Alors on avait fait des pronos, on n'a pas été terrible sur les pronos, je vous ai permis parce que j'ai un peu honte, mais je crois qu'on a 3 ou 4 bons, pas résultats exacts, mais on a 3 ou 4 bons résultats, donc c'est pas mal. Tout le monde est nul, c'est inquiétant la L1. Alors après, oubliez pas que la L1, elle est repartie à 18 clubs et ça donne une certaine forme d'homogénéité. Alors ça n'empêche pas qu'on va le voir après quand on va en parler de façon plus globale. Il y a quelques clubs qui sont particulièrement inquiétants. On en reparlera quand on aura fait le tour d'horizon des 9 matchs. Mais force est de constater que 2 équipes en moins, ça nivelle un petit peu plus le championnat. C'est pas forcément une mauvaise chose de ce côté-là. On va incessamment sous peu passer
autour des stades, puisqu'on a 9 matchs à débriefer, 9 matchs sur lesquels se pencher avant de faire ensuite l'équipe type, comme vous le savez, et de terminer sur un petit point Ligue 2, parce qu'on avait dit qu'on ferait ça, donc on va terminer sur un petit point de Ligue 2. On va bien voir les fraudes de Ligue 1. Oui, on va bien voir ça, effectivement. On va commencer incessamment sous peu, il faut juste que j'ouvre le bon onglet, par le match qui a opposé vendredi, le FC Metz à l'Olympique de Marseille, un match pour le coup très 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 rigolo à suivre, puisque l'OM s'est tiré une gigantesque balle dans le pied de partout entre le FC Metz et l'OM. Tout avait pourtant bien commencé du côté de l'Olympique de Marseille. On avait une première surprise au coup d'envoi avec la titularisation de Soglo, 18 ans, pas un seul match en tant que pro pour l'instant à l'Olympique de Marseille. C'est Soglo qui a ouvert le score à la 15e minute d'une très belle action, une espèce d'escalier qui est arrivé jusque dans les pieds de Soglo au deuxième poteau, qui a ensuite allumé Alex Oukidja. 1-0 pour Marseille, tout allait plutôt pas mal pour l'Olympique de Marseille qui maîtrisait son sujet mais qui n'arrivait pas à faire le break. Et puis on a eu un grand moment d'Olympique de Marseille. Après l'élimination contre le Panathinaikos, on a eu un carton rouge pour le défenseur de Metz, Lowe. Et là, on s'est dit, bon, 1-0, 11 contre 10, que peut-il se passer ? Que peut-il se passer ? Et croyez-moi, ça m'a rappelé des grands souvenirs de Bruno Genesio avec l'Olympique de Marseille, avec l'Olympique lyonnais, pardon. Marseille s'est écroulé complètement face à un FC Metz qui s'est mis à y croire petit à petit, avec donc une égalisation signée Sabali, et a finalement pris l'avantage via Mikotadze, qui sera en contention dans l'équipe de la semaine parce qu'il a encore été énorme. Et effectivement, le FC Metz fait partie des équipes qui sont potentiellement inquiétantes dans ce championnat, mais pour l'instant, le FC Metz est porté par 2 joueurs qui sont Maziz et Mikotadze. Malheureusement, Maziz est parti dans la foulée du match à Louvain et Mikotadze ne devrait normalement pas rester au FC Metz. Et sans ces 2 joueurs-là, ça risque d'être très compliqué pour Metz de se maintenir. En 70 minutes, tu gagnes pas un match. Mais ça, mon pote, qu'est-ce que j'ai noté pour ce match-là ? Il y avait un faux rythme sur ce match quand même. Alors je sais pas si c'était la chaleur ou quoi que ce soit, mais on s'est quand même un peu fait chier jusqu'à l'ouverture, jusqu'à le carton rouge, jusqu'au carton rouge. Pour le reste, on a vu Metz tenter un peu plus de choses que contre Rennes. Contre Rennes, les Messins avaient bétonné complet. Là, on les a vus parfois, pas trop, pressé un petit peu plus l'Olympique de Marseille. Marseille qui s'est cassé les dents sur les poteaux, qui a vraiment eu un manque de réussite absolument terrible. On a eu des saucisses défensives. Moi, je suis désolé les gars, mais Mbemba, je le trouve vraiment pas rassurant. Vraiment Mbemba, je suis pas rassuré. Qu'est-ce que j'ai noté ? La super passe décisive d'Aubameyang sur le but de Soglo, ça il faut le noter. Aubameyang quand même qui a fait un bon match, même si là il n'est pas buteur sur ce match-là, il a été excellent dans le jeu. Qu'est-ce que j'avais noté ? Une frappe incroyable de Kandé qui fera aussi partie des potentiels nommés pour l'équipe de la semaine, qui pour le coup a obligé Pau Lopez à sortir une parade qu'il n'a pas sorti sur le but de Mikotadze, puisque le frappe de Mikotadze qui est dans la surface est sur Pau Lopez qui réussit le miracle de je sais pas, il y a des gants à trous. En tout cas, vous avez probablement vu les supporters marseillais complètement dépités. C'est vrai que Pau Lopez, pour les ambitions qu'affiche l'Olympique de Marseille, c'est pas suffisant. Il va falloir se rendre à l'évidence, c'est pas du tout suffisant. L'OM a besoin d'un bon gardien. Cet effectif côté marseillais, il est plutôt pas mal, mais Pau Lopez, ça va pas. Pau Lopez, ça va vraiment pas. Vitinha encore décisif, oui, effectivement, Vitinha encore décisif, qui a quand même... Après, on va tempérer là-dessus. Vitinha arrive en fin de match face à une équipe de Metz qui fatigue un petit peu. Et alors, pareil, la frappe de Vitinha, Oukidja, il est quand même allé dans l'angle fermé, Oukidja peut l'avoir. Donc voilà, bon, c'est finalement l'OM tire 1 point de ce match, encore heureux, parce que quand on regarde les expected goals, on est quand même à 2 pour l'Olympique de Marseille, à 0,5. Encore heureux que Marseille arrive à sortir quelque chose de ce match. On a quand même eu une fin de match très très rigolote, un hurrah football de très grande qualité, des frappes partout, des contre-attaques, c'était le bordel. C'était très 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 rigolo de voir ce match se casser la gueule complètement après le carton rouge de Metz. Donc moi j'ai passé un bon moment, je pense que les supporters marseillais n'ont pas passé un bon moment de leur côté. Je voulais qu'on parle aussi sur du but de Rongier, parce que on va beaucoup parler d'arbitrage pendant ce débrief Ligue 1, parce qu'il y a eu beaucoup de décisions sur les différents stades qui ont été un peu chelous. Marseille a marqué à un moment donné le deuxième but par l'intermédiaire de Rongier, but qui a été annulé pour une faute au milieu du terrain bien avant, et une faute, oui, la faute elle se siffle. Il peut y avoir faute. Mais je comprends toujours pas la logique de la VAR, parce que la VAR, elle est censée intervenir uniquement en cas d'erreur manifeste.
Et je vois pas vraiment en quoi la faute sur Rongier non sifflée est une erreur manifeste. Il y a peut-être un déséquilibre. Oui, si cette faute elle est sifflée à ce moment-là, on crie pas au scandale. Mais je pense pas que la VAR ait vocation à aller chercher le moindre contact au ralenti qui est sujet à interprétation en plus pour annuler un but. Donc je suis un petit peu chagriné de ce recours à la VAR pour des buts qui est un peu tatillon parfois et puis qui ne l'est pas pour d'autres. Donc voilà, la VAR qui est censée régler tous nos problèmes, là voilà, on voit qu'on va chercher la petite bête et quand on cherche la petite bête, on finit par la trouver. Donc je suis un petit peu chagriné par ça, même si c'est pas ça qui cause le séisme côté marseillais, mais c'est sûr que si le but de Rongier est accepté, le match est tout autre. Qu'est-ce que j'ai noté sur ce match? J'ai noté 4 joueurs qui sont sortis du lot à mes yeux. Soglo pour sa première du côté de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui a quand même historiquement pas beaucoup sorti de joueurs ces 10 dernières années. Et là, on en a deux petits jeunes qui sont sortis de nulle part. Donc Soglo vient pas du centre de formation de l'OM. Il me semble qu'il vient de West Ham ou de Chelsea, je sais plus. On a eu Mouguet sur le premier match également. C'est intéressant de voir l'OM se mettre un petit peu à la mode de lancer des jeunes. J'ai noté Ismaïla Assar à qui il manquait qu'un but. Alors c'est pareil, Ismaïla Assar, s'il savait finir ses actions, il jouerait probablement pas à l'OM, mais dans un très très grand club. Mais on sent qu'il y a quand même une aisance technique du côté d'Ismaïla Assar qui est assez intéressante. Côté messin, j'ai 3 joueurs qui me sont revenus. Mikotadze, évidemment, parce que Mikotadze, on sent le joueur à la qualité technique supérieure. Et je pense que Mikotadze, il est promis à un grand avenir parce qu'il a quelque chose d'assez ouf, ce garçon. Il a vraiment eu un côté vraiment virevoltant à foutre le bordel dès qu'il avait le ballon au pied. C'était assez dingue. J'ai beaucoup aimé la performance de Kandé sur le côté gauche de la défense de Metz, qui a été un danger permanent. Et par contre, et je pense qu'il faudra aussi le mettre en contention pour l'équipe de la semaine, je trouvais Ndoram excellent au poste de numéro 6 du côté du FC Metz. Et c'est probablement lui d'ailleurs qui permet à Metz de tenir ce match nul qui sera ô combien précieux pour la lutte pour le maintien qui s'annonce rude. Il n'a rien à faire à Metz. Ça dépend comment on voit ça. Mikotadze, il va aller chercher un gros duel. On sait que Monaco est en recherche d'un neuf, que Balogun, ça va probablement être très cher, que Wai s'est raté. Ce serait pas déconnant de voir Mikotadze à Monaco. Voilà, Mikotadze, ça se voit tellement qu'il a joué à l'OL formé comme Gouiri. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté Gouiri dans Mikotadze. En tout cas, je suis très curieux de voir où va atterrir Mikotadze et quelle trajectoire va faire sa carrière après son départ de Metz, parce que je pense que c'est un joueur qui a de l'or dans les pieds et qui peut aller très haut. Ndoram, la déclat qui fait le buzz. Alors oui, je voulais pas qu'on en parle de ça, parce qu'en vrai, c'est un débat un débat de sourds. Moi, je voudrais mettre l'accent sur le fait qu'il s'est excusé pour ses propos directement au coup de sifflet final, donc c'est une crise qui a quand même été bien gérée. Ça n'empêchera pas probablement de prendre une suspension pour ça, parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas dire, et il le sait, et tout le monde le sait. Mais je trouve ça très bien qu'il soit venu directement à la fin du match en disant « Je suis désolé, les mots ont dépassé ma pensée, je referai pas, c'est pas bien ». C'est déjà bien, plutôt que de se dire « Oh, on peut plus rien dire, c'est vraiment scandaleux, gna 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 ». Voilà, donc la polémique a été un peu tuée dans l'œuf, ça n'empêchera pas qu'il y aura probablement une sanction pour ces propos-là, mais je trouve que ça a été bien géré du côté du joueur et probablement de la com du FC Metz. Donc voilà, on va pas s'éterniser là-dessus, on est là pour parler de football et je pense pas que ce soit... Je vous dis pas que c'est pas grave, mais je pense quand même qu'il faut pas lui mettre sur le dos un propos un peu merdique dit à chaud pour lequel il s'est excusé 45 minutes plus tard. Voilà. Il y a 10 ans, ça faisait pas de débat. Oui, mais la société a évolué depuis 10 ans, donc c'est pas vraiment pertinent ça. On va passer au match le plus rigolo de ce week-end. On en a déjà longuement parlé hier pour ceux qui étaient sur le débrief. Vous avez été très nombreux à commenter le débrief de ce match-là sur YouTube. Vous avez été vraiment très nombreux. On va quand même en reparler un petit peu pour ceux qui ne sont pas forcément supporters lyonnais. La défaite de l'Olympique lyonnais contre Montpellier à domicile, devant un stade quasiment plein. Un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre de nullité. Le cirque olympique lyonnais qui continue, 0,33 expected goals à 2,85. Rendez-vous compte quand même. Parce que vous voyez, il y a des 4-1 qui arrivent, ça arrive prendre 4-1. Mais souvent, les 4-1 comme ça à domicile, c'est que vous avez complètement déchatté. Vous avez touché 2 fois le poteau, l'équipe adverse, elle a tiré 3 fois au but, elle a marqué 4 buts. Non. Là, à Montpellier, c'est limpide. Il n'y a pas de fioriture. C'est un 4-1 qui vaut un 4-1. Il n'y a pas de souci.
Donc un match calamiteux de l'Olympique Lyonnais où on n'a vraiment pas grand-chose à sortir, peut-être à part Cherki. Donc on va peut-être pas s'éterniser sur l'OL parce qu'on en a énormément parlé hier, donc je vous invite, si jamais vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse, d'aller voir le débrief spécifique de OL Montpellier. On va plutôt parler de la performance de Montpellier parce qu'on en a pas trop parlé hier. Montpellier qui a quand même parfaitement bien joué le coup. 35% de possession côté Montpellier. Il savait pertinemment, parce que c'est peut-être ça la différence entre un coach qui bosse et un coach qui joue au golf le week-end. On voit très bien dans le début de match direct que Montpellier a bossé, que Der Zakarian a bossé et qu'ils ont compris qu'il suffisait d'envoyer des patates en profondeur dans le dos de Douye Kaletatsar et compagnie pour que ça fonctionne. Donc voilà, ouverture du score d'Arnaud Nordin. Alors là, pour le coup, même s'ils avaient tout travaillé, ils ne pouvaient pas travailler cette magnifique relance directement dans les pieds de Rémi Rioux pour Nordin, parce que non content d'en prendre 3 à la régulière, l'Olympique Lyonnais en donne aussi un. Rémi Rioux qui donne une passe, la passe de Diomandé vers Rémi Rioux n'est pas spécialement appuyée, et Rémi Rioux qui nous fait du Manuel Neuer inversé. Magnifique, superbe passe D. Altamari, on en parlera ensuite pour le mettre dans l'équipe type. Énorme performance d'Altamari, on sent qu'il y a un petit côté athlétique qui a fait extrêmement mal à la défense lyonnaise. Adams, de nouveau buteur après son doublé lors de la première journée, lui aussi. Accor Adams, ça sent le très très bon joueur de football. Le joueur de football qui a un peu tout, il est norvégien, il arrive de Norvège où il a marqué je crois 15 buts la saison dernière dans le championnat norvégien. Il y a ce côté puissant, rapide, à l'aise avec ses pieds, qui me rappelle peut-être un peu Osimhen, des joueurs comme ça qui sont capables de tout faire. Accor Adams, c'est presque comme si Wai n'allait pas manquer à Montpellier, quoi. Nigérian. J'ai dit quoi ? Non, j'ai pas dit en fait. Accor Adams, ça sent la trajectoire à Mofi. Ouais, espèce de Panzer là qui sait tout faire. Moi, je trouve le joueur très 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 intéressant et je suis très curieux de. Oui, il vient de Norvège. Je dis norvégien, pardon. Il vient de Norvège. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Il est nigérian, mais il vient d'un club norvégien. Il jouait où d'ailleurs ? À Lillestrøm, non ? C'est Lillestrøm où il jouait, non ? Après ça, il a fait une grosse prépa physique sûrement. Non, j'ai noté plein de choses là-dessus, mais on en a déjà parlé hier. Bon, côté lyonnais, on a encore eu une deuxième dose de folklore, puisqu'on a appris, pour ceux qui n'ont pas vu la déclaration lunaire de Laurent Blanc sur Prime Video, la journaliste de Prime Video lui demande qu'est-ce qu'il faut changer. Laurent Blanc répond l'entraîneur. On apprend ce soir par l'intermédiaire d'Hugo Guimet qu'il y a une réunion demain prévue entre John Textor et Laurent Blanc et que Laurent Blanc ne devrait pas être licencié. Donc le folklore olympique lyonnais continue. Pour ceux qui ont également raté le fabuleux tweet de Jean-Michel Aulas qui répond à qu'est-ce qu'il faut faire, il répond il a qu'à aller chercher le coach de Botafogo avant de supprimer le tweet et de nous dire qu'il avait été piraté ce matin à 9h. La grande théorie évidente, c'est que Jean-Michel Aulas était à 2 grammes, mais ça c'est autre chose. Voilà, le cirque OL continue sur tous les plans. On a encore eu ce matin une story Instagram de Dejan Lovren qui nous a dit moi j'aimerais bien dire des trucs mais je peux pas, enfin bref, cette Zumba là risque de continuer encore longtemps. Malheureusement pour les supporters lyonnais, l'Olympique Lyonnais est 17ème de Ligue 1 en position de relégable et c'est pas parti pour s'arranger puisque les prochains matchs de l'Olympique Lyonnais ce sera Nice et le Paris Saint-Germain, donc il y a un monde où l'Olympique Lyonnais est à 0 points sur 12 à la 4e journée. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas forcément besoin de développer sur l'Olympique Lyonnais? On n'a pas parlé du carton rouge de Lacazette qui va probablement lui coûter quelques matchs de suspension et donc Amin Sarr titulaire pendant quelques matchs, donc ça ne risque pas de s'arranger côté Olympique Lyonnais. Côté Montpellier, écoutez, c'est pas mal Montpellier, c'est pas mal. Il y a quand même des bons petits joueurs du côté de Montpellier. J'ai noté Altamari, j'ai noté Accor Adams, mais on a eu un bon match de Joris Chotard également. La défense centrale a été plutôt sympa. Après, encore une fois, tout est relatif. On a vu Strasbourg excellent la semaine dernière contre l'OL. On a vu le résultat ce week-end contre Monaco. Attention à la victoire en trompe-l'œil. C'est pas parce que Montpellier a mis 4-1 contre Lyon que c'était foncièrement un bon match. Nordin a quelques qualités en vrai. Il a des vraies qualités athlétiques en tout cas, Nordin. Un minimum 1 contre le PSG. On verra. Voilà pour le folklore côté OL. On avance du coup à samedi soir. Match nul entre Toulouse et le Paris Saint-Germain. Je tourne la page de mon carnet de Crackhead. Un match extrêmement chiant, en tout cas en première période. Et on a de nouveau vu un Paris Saint-Germain comme on l'avait vu lors de la première journée, c'est-à-dire un Paris Saint-Germain qui joue au handball, alors un peu moins, parce que là ils ont fait que 760 passes au lieu des 1002 de la première journée. Un Paris qui a ce côté maîtrise de son sujet, mais toujours un manque terrible d'idées dans le jeu,
et un manque terrible d'inspiration en attaque. On a vu un Gonzalo Ramos moyennasse, Lee Kang-in moyennasse, et il a fallu que le PSG s'en remette à une entrée de Kylian Mbappé qui obtient un penalty quasiment dans la foulée, penalty qu'il transforme, et c'est à peu près tout côté Paris Saint-Germain. On a eu aussi un penalty extrêmement stupide de Achraf Hakimi qui permet à Toulouse de revenir, donc on est sur un 1 partout avec 2 pénaux, hein, donc c'était vraiment pas très très intéressant. On a quand même eu quelques occasions, 1,22 XG à 2,16, alors il faut enlever 0,8 de chaque côté pour les 2 pénaltys. C'était globalement un peu chiant. Alors oui, on sent une certaine maîtrise. Oui, le Paris Saint-Germain semble un peu plus solide que la saison dernière. Mais vous vous privez de Neymar et vous avez voulu vous priver de Mbappé, forcément, c'est plus compliqué devant. Et on a bien vu qu'on avait quand même pas mal de séquences où on ronflait complet. Hein. On ronflait complet. Hakimi, la trajectoire est affreuse depuis 1 an et demi. Alors, le premier match, ça allait, Hakimi. Hein, mais le deuxième match, là, le match contre Toulouse, Hakimi, il est pas dedans quand même. Il est vraiment pas dedans. Moi, j'ai bien aimé Toulouse. Alors oui, ils ont proposé un tout petit peu plus que Lorient la semaine précédente, qui avait vraiment pas proposé grand-chose. Mais il y a des choses intéressantes du côté de Toulouse. Il y a cette superbe frappe de Deisler à la 42e. On sent qu'il y a un petit potentiel, même si c'est une équipe qui s'est beaucoup affaiblie sur le mercato, qui a perdu beaucoup de bons joueurs, notamment leur maître à jouer Van den Bomen, qui est parti à l'Ajax. Toulouse, ça bosse bien quand même. Pas des masses d'accord, je l'ai trouvé présent pour le coup. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'Hakimi, là, il te coûte un but. Deisler, bon petit joueur. Il y a plein de bons petits joueurs à Toulouse, c'est pas nouveau. Même Aboukla, il est encore un très bon joueur. Sébastien Deisler, non, c'est Michael Deisler. Je sais pas pourquoi je dis Sébastien, vous me mettez l'erreur dans le chat. Il y a encore des recrues qui vont arriver, pas de panique. Oui, bah là, c'est la conclusion, c'est qu'à partir du moment où on a vu l'entrée de Dembélé et l'entrée d'Mbappé, forcément, ça va mieux. Probablement qu'il y aura d'autres recrues qui vont arriver. En fait, je suis pas inquiet pour le PSG parce qu'on sent une certaine forme de maîtrise. Luis Enrique vient d'arriver. Il a déjà imprimé sa patte. Il y a des bons joueurs de ballon quand même. Ugarte est un super joueur. On l'a encore vu là. À la récupération, c'est un monstre. Il manque quand même un peu de calcium dans les joueurs qui sont devant lui. C'est pas Fabien Ruiz et Carlos Soler qui vont créer le décalage. Et je continue de penser que ce Paris Saint-Germain ne peut pas vraiment se passer de Verratti. Au moins cette saison. Gardez-le encore 1 an. Parce que ça manque de créativité au milieu. Alors maintenant, évidemment, qu'à partir du moment où il réintègre Mbappé, bah, ça va être facile le football. Parce que Mbappé, c'est un but par match, c'est un penalty par match, donc ça va être simple. Et donc, forcément, si cette politique de non, Mbappé, tu joues pas de l'année, et puis finalement, si, au bout de la 2e journée, d'ailleurs, on a vu quand même un très très beau numéro de flûte de Nasser Al-Khelaifi, le PSG va probablement être champion de France avec Mbappé, s'il part pas au Real d'ici fin août. Les journées de Canal étaient trop gobées, les baloches parisiens, ils ont rien bossé sur le TEF. Bah, c'est toujours pareil, hein. Après, Toulouse, y a un certain nombre de valeurs sûres dans cette équipe, dans l'animation. Mais c'est quand même moins fort que la saison dernière. Mais c'est normal. Maintenant, on va voir. Le mercato n'est pas terminé. Côté Toulouse, il y a peut-être moyen d'avoir peut-être quelques petites recrues. Il y a des bons joueurs. On a encore vu un bon match de Guillaume Rest, dont je m'excuse de ne pas l'avoir mis dans l'équipe type la semaine précédente, mais il jouait à 15h, donc j'ai pas beaucoup vu. Aboukla, il était censé partir, finalement, c'est plutôt pas mal du tout. Il y a des joueurs qui sont un peu moyens, quand même. J'ai pas été convaincu par le milieu de terrain de Toulouse. Ça manque quand même, hein. On sent que c'est pas le même effectif que l'an dernier, de ce côté-là. J'ai beaucoup aimé Luis Costa, en défense centrale, que j'ai trouvé très solide aussi. Tu peux pas tout voir, Charlie. Ah bah, je peux pas tout voir, bien sûr. C'est passé quoi à Toulouse pour prendre beaucoup d'effectifs? En fait, Toulouse, ils ont recruté un certain nombre de joueurs qui étaient grosso modo au-dessus du niveau du club, hein, on va pas se mentir. Et le deal, c'était qu'ils partaient libres. Donc ils ont eu beaucoup de joueurs qui sont partis libres cet été, notamment Van den Bomen, en fin de contrat. Et du coup, c'est difficile de remplacer ces joueurs-là en fin de contrat. Toulouse est un club qui bosse très très bien, on va en parler après, puisque David Machado a encore fait un super match. Et c'est Toulouse qui l'avait repéré au fin fond de l'Amérique du Sud. Mais vous pouvez pas remplacer des... La saison précédente de Toulouse, c'est une saison au paradis pour Toulouse. C'est une saison où tout va bien, où tout s'aligne, parce que Toulouse, ça bosse avec des bouts de bois. C'est des inconnus complets qui débarquent à Toulouse, globalement. Vous avez quasiment aucun joueur confirmé là-dedans. Dalinga, l'an dernier, il arrive, c'est un buteur de D2 néerlandaise. Donc vous pouvez pas avoir un miracle chaque année. C'est déjà un miracle que Toulouse soit aussi haut avec aussi peu de moyens. Peut-être que dans les années futures, ils vont pouvoir se stabiliser et investir peut-être un peu davantage. Mais pour l'instant, voilà, il va falloir un petit peu plus de temps, peut-être une adaptation de certaines recrues qui sont arrivées au mercato. Ça reste potable et je pense pas que Toulouse sera en danger cette année, en Ligue 1 en tout cas j'espère pas. Toulouse carrière FM, complètement.
Voilà, on a tout dit hein, sur ce match-là. J'ai marqué quoi? Toujours aussi chiant. Super, ça domine mes rompiches. On sent que je me faisais chier quand même. Hein. Faute d'Hakimi débile. Et j'ai mis Dembélé si le corps suit. Effectivement, Ousmane Dembélé, il y a eu quelques moments quand même dans ce match. Les prises de balles, les dribbles, où on a envie de le voir comme ça. Hein. Enfin, je suis désolé, si vous aimez le foot, Ousmane Dembélé, on a quand même envie de le voir sur deux jambes et sans alcool dans le sang. Hein. Quid de Hakim Ziyech et David Neres à l'OL. Au secours. Allez. Voilà, donc pas trop inquiet pour le PSG dans l'absolu, à partir du moment où Mbappé est là. Si Mbappé n'est pas là, point d'interrogation. Zahir Emery, plutôt pas mal, mais c'est pas non plus son meilleur match à Zahir Emery. Je trouve que c'est une valeur sûre dans ce milieu, mais c'est pas sur lui qu'on peut compter à la récupération puisque Ugarte est là, et c'est pas non plus un giga créateur. Donc il manque ce profil de créateur, de dynamiteur dans ce milieu de terrain parisien. Là, il y avait Fabian Ruiz, et Fabian Ruiz, c'est pas ouf. C'est moyenasse, hein, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, c'est 12 ou 13 partout sur FM, mais il n'y a pas de 17, hein. C'est quand même vraiment pas ouf. Donc Zahir Emery, je pense qu'il va continuer à progresser, que ce sera un super joueur, mais je pense que le troisième poste dans ce milieu de terrain doit aller à un mec qui est capable de créer du bordel. Ugarte, 2 jaunes en 2 matchs, il va être suspendu tout le temps. C'est pas grave ça, c'est pas grave. Déjà à Naples, c'était bien. C'est un bon second, Fabian Ruiz. Mais c'est pas suffisant. On passe à Lille. Lille qui a déroulé contre Nantes 2-0. Très très bon match. Il y a beaucoup de choses à dire sur Lille. Beaucoup de choses à dire sur Lille. Déjà, il y avait un choix au départ de mettre Zegrova titulaire à la place de Virginius. Et c'est un choix payant puisque Zegrova était un des meilleurs joueurs de cette rencontre. Excellent joueur Zegrova qui a été positionné très bizarrement. Parce que vous voyez sur la compo, vous aviez Thiago Santos et Zegrova. Et en réalité, vous aviez Thiago Santos qui jouait extrêmement intérieur et Zegrova qui jouait presque milieu latéral derrière Thiago Santos. Donc Thiago Santos, on va en reparler parce qu'on l'a déjà mis dans l'équipe type la semaine précédente et je pense qu'il va y retourner parce que non seulement c'est un excellent joueur, mais c'est un joueur hyper intéressant à regarder. Vraiment, on l'a souvent vu dans la surface, repiquer énormément dans l'axe. C'est un super latéral intérieur et c'est rare les latéraux comme ça. Il y a Tagliafico qui fait ça un peu à Lyon mais qui est beaucoup moins offensif. Mais ces latéraux qui vont tout le temps jouer à l'intérieur et ils ont besoin, ces latéraux-là, d'avoir un élément devant eux qui va faire les compensations et qui va étirer le bloc pour justement libérer les fameux demi-espaces. Vous savez, cette zone-là entre le milieu de terrain et la ligne de touche, cette espèce de bande, pas au bord du terrain mais pas au milieu non plus, ce qu'on appelle les demi-espaces. Et Thiago Santos, c'est le roi de ces demi-espaces-là. C'est un super dribbleur, c'est un super joueur. Vraiment, moi, il m'a impressionné sur les 2 premières journées de championnat. Côté Nantes, on va en parler de Nantes parce que c'est faible, c'est extrêmement faible Nantes. Il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je suis hyper inquiet pour Nantes. Ils ont eu très très chaud la saison précédente. C'est extrêmement faible, Nantes. Il n'y a vraiment pas grand-chose à garder côté nantais sur ce match-là. Il y a eu quelques occasions quand même, mais souvent en fin de match, puisque le LOSC a subi l'expulsion de Alexandro à la 78e. On a vu un but annulé de Apuac côté nantais. Nantes, ça sent le folklore, mais là, ça sent mauvais. Bon gardien remplaçant Nantes. Oui, c'était Rémi Descamps, si je dis pas de bêtises. Rémi Descamps qui a fait un très bon match en l'absence d'Alban Lafont. Mais c'est un bon gardien, on le savait. Hein, je crois que il n'a jamais été vraiment titu, Rémi Descamps. Mais il a fait un bon match, mais ça n'a pas suffi puisque Lille a été supérieur, tout simplement. Jonathan David qui est enfin rentré dans sa saison alors qu'il était très discret en première période. Et une entrée ravissante, une entrée fulgurante d'Adam Ounas pour le 2-0. On n'a jamais vraiment senti Lille en danger dans ce match. Nantes, non seulement ça a été faible, mais surtout ça n'a vraiment pas proposé grand-chose. Nantes qui s'est présenté dans un espèce de 3-4-1-2, même 3-5-2 avec Mollet au milieu de terrain en seul créateur derrière Simon et Mostafa Mohamed. Et ça a bétonné quasiment toute la rencontre, quoi. Offensivement, il n'y avait pas de proposition côté nantais. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Alors ça aurait pu passer sur un malentendu, puisque finalement, l'égalisation, le deuxième but lillois arrive très tard, et il y a un but annulé pour hors-jeu de Mostafa Mohamed à la 82e, mais ça suffira pas. C'est très très faible Nantes. Alors, il y a 2 recrues qui arrivent. On a Marquinhos qui était sur le banc, qui a été prêté par Arsenal. On a Hudson dont l'arrivée a été confirmée là ce soir. Est-ce que ça suffira? Je sais pas, honnêtement. Mais moi, j'ai vraiment... c'est pas beau, Nantes.
Non seulement c'est pas bon, mais c'est surtout c'est pas beau, quoi. C'était un 5-4-1 pourrave en bétonneur avec juste Moses Simon devant. À un moment donné, on a eu la position moyenne, on voyait un gros pâté là dans leur camp et Moses Simon qui était devant tout seul. C'est pas comme ça qu'ils vont arriver à se maintenir, quoi. C'est vraiment totalement dégueulasse le jeu que propose Nantes sur ces 2 premières journées de championnat. Et moi, je suis très 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 inquiet pour eux. Et je pense que c'est potentiellement là, si on doit faire l'état des lieux après 2 journées, le favori pour la 18e place, hein. J'ai l'impression qu'il y a une ambiance de mort. On nous dit Pierre Harris, ça saute, coach de National 2. Ouais, mais les gars, le problème, c'est l'effectif qui est moyen quand même, hein. Quentin Merlin, il a la tête dans l'eau depuis plus d'une saison. Moses Simon, il n'arrive pas à relancer la machine. Mostafa Mohamed, c'est relativement faible. Florent Mollet, c'est moyen. Marcus Coco, c'est très très moyen. Nicolas Palois, ça se fait vieux quand même. C'est un effectif qui a vraiment un niveau Ligue 1 et demi, quoi. Donc ouais, moi j'en veux pas à Pierre Aristo, il fait ce qu'il peut avec cet effectif-là. Effectivement, est-ce que c'est un coach qui a le niveau Ligue 1? Je suis pas certain non plus. Mais pour le coup, lui mettre tout sur le dos, c'est un peu compliqué quand même. Un peu compliqué. Pour le reste, Lille, c'est solide. C'est vraiment très 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 solide. Attention, j'ai quand même noté 2-3 trucs. C'est friable en contre, Lille. On a vu des contres nantais qui partaient de rien du tout, où ça s'est retrouvé un peu en panique derrière. Alors oui, ils n'ont pas encore tout leur effectif au complet. Peut-être que quand Umtiti sera sur les pieds, ça sera mieux que ça, mais je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Et j'ai trouvé Haraldsson encore vachement discret. Et je pense qu'il n'est pas du tout prêt. Physiquement, je l'ai trouvé frêle, Haraldsson. J'ai pas vu tous les matchs. Enfin, si, j'ai vu tous les matchs, mais j'ai vu le multiplex. Donc, j'ai pas bien vu les 3 matchs du multiplex, parce que c'est pas possible de voir les 3 matchs du multiplex correctement. Mais sinon, j'ai vu tous les matchs, ouais. Quand j'ai pas vu les matchs, je vous le dirai sur les semaines prochaines, parce que probable que je ne revois pas tous les matchs dans les semaines qui viennent. Haraldsson, pour l'instant, 2 petits matchs, 2 tout petits matchs de Haraldsson. Peut-être qu'il y a un temps d'adaptation, parce que bon, voilà, on est sur un mec qui joue dans un championnat, qui jouait dans un championnat qui était quand même moins physique que la Ligue 1, mais discret, timide. Il n'est pas encore là. Heureusement qu'il y avait Zegrova. J'ai trouvé Cabella pas ouf dans l'absolu. De toute façon, tout s'est passé côté droit avec Thiago Santos et Zegrova qui a fait un énorme match. Et aussi l'entrée d'Adam Ounas qui a vraiment une carte à jouer, hein, je pense, pour aller choper une petite place de titulaire dans cette équipe-là. Fallait faire du foncier pour Haraldsson. Je suis pas inquiet. Haraldsson, il va prendre le temps, tranquille. C'est dur la Ligue 1. Rappelez-vous de Jonathan David. Jonathan David, il a mis 1 saison à s'adapter, hein. Regardez Minamino qui a été absolument monstrueux et ce sera probablement le meilleur joueur de la semaine. La saison précédente de Minamino, elle est calamiteuse. Donc laissons un peu de temps à Haraldsson pour s'adapter à la Ligue 1. Dernier point sur ce match, l'arbitrage. J'avais dit qu'on allait en parler. C'était monsieur Pierre Gaillous qui était à l'arbitrage. Et un arbitrage qui a été vraiment calamiteux, alors qui n'a pas influé sur le résultat du match, puisque de toute façon Lille s'est imposé assez facilement. Mais il y a eu notamment 2 actions, 2 fautes sifflées à l'entrée de la surface, alors que les Lillois avaient l'avantage face à un bloc nantais complètement déséquilibré. Donc je ne sais pas si les consignes ne sont pas bien passées, mais laisse jouer, mon frère. Laisse jouer. Donc toujours cet arbitrage un petit peu casse-pied, quoi, pour être poli par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, j'étais côté nantais séduit par l'entrée d'Apua, dont visiblement l'info qui est sortie, qui nous a été donnée par Emmanuel Merceron, c'est que Kita avait demandé à ne pas mettre Apua dans le groupe pour laisser place aux recrues brésiliennes. Bon, bah finalement, c'était peut-être pas une mauvaise idée de le garder dans le groupe. Voilà, pas grand-chose à dire côté lillois. C'est un bon match. Un match avec des certitudes, en tout cas. On voit quand même qu'il y a des joueurs qui sont de qualité technique supérieure. Le milieu de terrain, André et Gomez, c'est sacrément costaud. Zegrova, c'est intelligent. C'est pas le plus grand technicien de l'histoire, même si c'est un très bon joueur techniquement, mais c'est intelligent. Parce qu'on voit que là, ça taffe, là. On voit que ça a été travaillé, le côté Thiago Santos qui prend l'axe et Zegrova qui s'écarte. Ça a été travaillé et ça fonctionne. Ismaili a été excellent pour le coup. Il n'a pas été aidé par Haraldsson côté gauche, mais il a été excellent au poste d'arrière gauche et on le mettra en contention pour l'équipe de la semaine. Après, c'était important aussi de gagner avant notre barrage. Ouais, complètement. Coutumier du fait, le Gaillus. Ouais, c'est pas la première fois, mais c'est une vraie tare, hein, dans l'arbitrage français. De pas forcément toujours bien lire le jeu et de pas laisser des avantages qui sont évidents. Ismaili, sacré bon joueur. Ouais, complètement. Complètement, Ismaili. C'est marrant parce qu'on n'en parle pas beaucoup d'Ismaili, il fait pas de bruit, mais c'est quand même une valeur sûre du championnat aussi, hein. On n'a pas parlé de Lucas Chevalier parce qu'il a quand même pas eu grand chose à faire, mais c'est un bon match de Lucas Chevalier aussi. C'est un bon match de Lille dans la globalité, hein. Voilà, c'est un match sérieux. Un match très sérieux. On va passer aux 3 matchs du multiplex. Alors là-dessus, comme d'habitude, je vous mets
une petite alerte, que quand je regarde le multiplex, je ne vois que des bouts des 3 matchs, donc on peut pas vraiment bien analyser les 3 rencontres. Donc ce que je vais vous dire est à prendre avec des pincettes, et si vous avez vu le match en entier, n'hésitez pas à intervenir dans le chat pour me corriger ou pour intervenir sur des trucs un peu plus spécifiques. Les 3 matchs de ce week-end sur le multiplex, c'était Le Havre, Brest, Lorient, Nice et Reims, Clermont. J'ai eu les yeux davantage rivés sur Reims, Clermont, parce que Reims m'intéressait davantage sur les 6 équipes présentes. On va commencer par Le Havre, Brest. Le Havre-Brest, défaite du Havre à cause d'un très très bon Romain Del Castillo qui fait un début de saison brillant du côté de Brest. Match relativement équilibré dans la mesure du possible. Le Havre a fait une bonne première mi-temps puis s'est un petit peu éteint au fil du temps. Et Brest a été opportuniste. But de Romain Del Castillo puis passe décisive de Romain Del Castillo pour un but de Lilian Brassier. 2 équipes relativement faibles. Je sais pas, Brest ça va. Brest, il y a des choses qui fonctionnent bien. Le Havre, il y a des choses intéressantes. En fait, le problème du Havre, c'est que c'est une équipe qui veut quand même un peu jouer au foot. Et malheureusement, la Ligue 1 récompense pas forcément les équipes un peu faibles qui veulent jouer au foot. Donc ça a été... Et puis ça va être limite au niveau effectif, quoi. Ça va être limite. Brest a été très 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 réaliste. La frappe de Kouzaïev est magnifique. Superbe frappe de Kouzaïev, côté gauche, enroulé, là, qui vient... j'allais dire égaliser. Oui, égaliser avant que Brassier mette le deuxième but après. Brest sans Honora, j'avais peur, my bad. Ouais, non, mais... en fait, il y a le positionnement de Del Castillo qui vient se glisser un petit peu dans l'axe et jouer un peu presque en second attaquant, qui est vachement intéressant. Et moi, je suis très content de voir Del Castillo percer, parce que c'est un joueur que j'ai toujours bien aimé quand il était chez les jeunes à Lyon, et je pense qu'on a peut-être fait une erreur en ne lui donnant pas un petit peu sa chance. Je pense pas qu'il aurait eu le niveau pour être titulaire dans le Lyon de l'époque, tout du moins, mais je pense qu'il aurait pu rendre de fiers services dans le Lyon qui a suivi. Bizarre la non-titularisation de Targaline, il s'est défoncé la cuisse ou la hanche juste avant le début du match, malheureusement. Donc oui, ça fait mal au Havre, effectivement. Ça fait très mal. Le Havre, il y a des relents, Prime Furlan, ça va être beau, mais ça risque de descendre. Ouais, bah c'est Elsner, malheureusement. Elsner, c'est un entraîneur qui est joueur, et on l'avait déjà vu quand il était à Amiens, il avait essayé de faire du foot, et c'est malheureusement pas ce qu'on peut faire en Ligue 1 quand on tombe sur des équipes qui sont plus solides. J'attendais peut-être un peu plus de Satriano, qui n'est pas encore totalement rentré dans sa saison. J'ai adoré la saison de Satriano en prêt à Brest il y a 2 ans. J'ai vu le match du HAC, était plutôt faible en première et mieux en deuxième. J'ai peut-être inversé du coup, mais c'est peut-être dans ma tête. Pour le reste, j'ai pas noté grand chose d'autre. Dans les joueurs que j'ai gardés en tête, j'ai trouvé que Salmier avait fait un bon match pour ce que j'en ai vu. Et côté brestois, c'est évidemment Del Castillo et Lilian Brassier, parce que bon, buteur sur corner, on va toujours le noter. Pas grand chose d'autre à raconter de ce côté-là. On va parler, mais alors très rapidement, de Lorient-Nice, parce que c'était chiant comme la mort. C'était nul. Nice qui s'est encore fait avoir, qui a dominé une bonne partie de la rencontre, et qui a déchaté, tout simplement. Ouverture du score de Evan Guessant à la 64e, ça a mis beaucoup de temps à se décanter pour Nice. L'absence de Mofi, ça leur fait pas du bien. Pour le reste, pas grand-chose de très intéressant là-dessus. À part quand même 2 joueurs que j'ai notés. Mvogo qui a fait un super match, je pense que ce sera le gardien de l'équipe de la semaine. 6 arrêts pour Vogo, c'est lui qui a tenu Lorient dans le match jusqu'à la fin, avant l'égalisation de Doucouré. Grosse erreur de Youssouf sur le but de Lorient. Lorient, c'est quand même pas très très fun. Alors on verra quand ils joueront peut-être contre des équipes qui leur font un peu moins peur, j'en sais rien. Lorient, c'est quand même pas très fun. Ça fait match nul avec 0,63 XG. C'est faiblard. L'effectif est moyennasse quand même. L'effectif est un peu moyennasse. Attention au contre-coup de la saison un peu fofolle de la saison précédente. Lorient, ça c'est du ventre mou. Ouais. Ils ont perdu leurs bons joueurs, ça c'est sûr. Il en reste, malheureusement, Bamba Dieng, c'est moyen. Je pense qu'ils se sont trompés sur Bamba Dieng. Fèvre, ça reste bon. Après, il y a des bons petits joueurs. Talbi, c'est un bon joueur. Bergel, c'est un bon joueur. Mais c'est un effectif de Ligue 1,5, quoi. Donc, effectif pas très cohérent. Ouais. Ça fait partie des équipes pour lesquelles je suis inquiet, moi, Lorient. Nice, est-ce que je suis inquiet? Non, pas spécialement. Il y a quand même des joueurs supérieurs. Maintenant, la défense centrale, c'était pas ouf. Dante, il y a quand même une petite charrette. On va pas se mentir. On a un très bon match de Melvin Barr, un très 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 bon match de Kefren Turam, mais ça reste
ça reste pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu imaginer pour Nice, qui doit normalement jouer le top 5 hein, par rapport aux moyens qu'ils ont et les ambitions qu'ils ont. Ça reste un peu faiblard, Nice. Pas inquiet pour Nice qui va lancer sa saison la semaine prochaine, effectivement, puisque Nice affrontera l'Olympique Lyonnais la semaine prochaine à domicile, donc ce sera 3 points pour l'OGC Nice. On passe au match le plus intéressant de ce multiplex, celui sur lequel j'ai eu le plus les yeux alors que mon chat est en train de m'attaquer. Voilà, c'est bien, bravo, tu as réussi à monter. Tiens, viens voir, viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Viens là. Non. Bon, c'est pas grave, il viendra dire bonjour plus tard, le chat. Reims, Clermont, Reims qui a fait un match extrêmement sérieux. Reims dans son 4-2-3-1 habituel, très sérieux. Et là, il y a des bons petits joueurs quand même côté Reims. Vous allez voir la compo. Agbadou, super match. Richardson, on en a déjà parlé lors de la semaine précédente. Très 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 bon joueur. Richardson. Juniaito a encore été hyper brillant. Donc voilà, Reims presque un peu décevant la semaine précédente. Mais là, match très très sérieux. Ça, il y a des certitudes. Défensivement, ça a été top. Offensivement, il y a quand même des valeurs sûres quand même. Hein. Il y a vraiment des valeurs sûres côté Reims. Vraiment pas inquiété par Clermont. Clermont a vraiment pas fait grand-chose. Je crois que c'est 0,3 XG du côté de Clermont. Donc, Reims, rassuré par rapport au match contre l'OM la semaine précédente qui n'a pas tourné en leur faveur. Mais alors, qu'est-ce que ça bosse bien quand même. Junya Ito, quel plaisir. Junya Ito, il a souffert un petit peu du manque de réalisme de ses offensifs. Mais Ito, il peut terminer avec 2 ou 3 passes D. Hein. Quel joueur, Junya Ito. Alors on sait que Junya Ito il peut flancher sans prévenir en deuxième partie de saison, mais pour l'instant il faut en profiter. Il faut en profiter de Junya Ito, c'est un bonheur. Et Richardson, sacré recrue aussi, hein. Sacré recrue, dit Richardson, parce que putain qu'est-ce que c'est fort au milieu de terrain ça. Ça c'est vraiment du bon match. C'était un match qui était quand même relativement chiant parce que Clermont a rien fait. Donc Reims en fait a déroulé sa partition, a marqué un but en début de match, a marqué le deuxième but en fin de match, et puis on remballe et voilà, on a fait le boulot. Darami, ça va être une super pioche. Ouais, je suis très curieux de voir. Il n'était pas titulaire au début du match, but opportuniste, mais voilà, ce sera vraiment une équipe sur laquelle il faudra... Non, appuie pas sur les touches s'il te plaît mon chat. Parce qu'elle veut dormir sur le clavier, mais là elle va faire sauter le stream. Vu le niveau des gros, c'est pas impossible. De quoi que c'est pas impossible. Pour moi, Reims, ça peut être une équipe surprise sur le top 6. Hein. On peut avoir un stade de Reims européen. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de densité pour aller jouer ce fameux top 6. On a beaucoup d'équipes qui y prétendent. Mais attention, hein, il y aura moins de matchs pour se rattraper. C'est pour ça, on parlait tout à l'heure de l'Olympique Lyonnais. Chaque match perdu, aujourd'hui, coûte plus cher. Arrête. Chaque match perdu coûte plus cher. Il n'y a plus que 34 matchs et plus 38. Donc chaque temps perdu pour une équipe coûte encore plus cher. Donc voilà, Reims, 3 points, c'est toujours cette décider de faire toutes les conneries du monde là. Arrête de manger la touche F4. Allez, viens, pousse-toi. Fais dodo. Au secours. Arrête de manger la touche F4 maintenant. Je peux pas vous la montrer là parce que je dois pouvoir d'ailleurs si. Attendez, je vais vous la montrer. Regardez le petit chat. Attends, fais voir, viens là. Voilà, reste là avec moi. Voilà, pour les matchs du multiplex, il nous en reste combien ? Il nous en reste 2. Il nous reste 2 matchs à voir. Le premier match qui nous reste à voir, c'est le match de Monaco. Et là aussi, pas grand-chose à dire. Extrêmement déçu par Strasbourg. Très très déçu par Strasbourg. Recrutement avec des gros millions. Je crois qu'ils ont dépensé pour 55 millions le Racing Club de Strasbourg. Et alors ce match contre Monaco, on a vraiment eu l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Vraiment, hein. Je sais pas si c'est la chaleur, le trajet ou la pelouse, parce que c'est vrai que la pelouse est absolument dégueulasse, mais j'ai eu le sentiment que Strasbourg avait pas envie d'être là, quoi. C'est une catastrophe le match de Strasbourg. Et le pire, c'est que Monaco fait pas un match flamboyant. Hein. Monaco est porté par un Minamino en feu, mais je crois qu'ils font 5 tirs cadrés dans la rencontre. Ils sont à moins de 1 XG, Monaco. Donc on a cette frappe magnifique à mi-hauteur de Minamino pour ouvrir le score. Le deuxième but, pareil. Ensuite, on a une passe décisive magnifique de Minamino pour Ben Yedder. Ils ont juste fait le taf, Monaco. C'est un match sérieux, c'est un match où ils ont été réalistes, mais c'est vraiment un match où il n'y avait aucune opposition, quoi. Aucune opposition. Tristesse, le match de Strasbourg. Moi, je suis super déçu. On les a vus contre Lyon, c'était pas hyper brillant contre Lyon, c'était sérieux. Le match, voilà, c'est facile d'être bon contre Lyon. Mais alors là, quelle tristesse. Quelle tristesse, ce match.
Vraiment. Alors déjà que la pelouse était dégueulasse, le match a été interrompu 2 fois parce qu'il y avait des pigeons qui étaient blessés par les frappes, et c'est pas une blague, hein, je veux dire, on a vraiment arrêté le match pour que Camara aille prendre le pigeon blessé et le mettre en dehors du terrain. C'était Bellegarde, c'était peut-être le moins dégueulasse côté strasbourgeois, mais c'est tout, hein. Tous les autres joueurs ont été de nullité. Côté monégasque, parce qu'on va quand même parler du positif, côté monégasque, il y a quand même eu un super match de Singo. Singo qui vient d'arriver, qui a été recruté, je crois, au Torino, qui a joué côté droit de la défense à 3, derrière Vanderson, et qui a été vraiment, vraiment excellent, j'ai trouvé, en défense. Alors, effectivement, c'était pas ouf en face, hein. Ils n'ont pas proposé grand-chose. Strasbourg, Emega était malade, donc on avait Gamero qui était titulaire à côté de Motiba, et ça a été scandaleux, quoi. Vraiment scandaleux, hein. Donc voilà, après, Strasbourg, ils ont mis les moyens, ils ont mis des patates sur les Bordelais, là, dont j'ai oublié le nom, il y a Bakwa et je sais plus comment s'appelle l'autre, ils ont mis 20 millions sur un défenseur central, et puis ils ont pris Patrick Vieira, qui partout où il est passé, n'a jamais réussi à produire une once de football. Donc je suis pas certain que ce soit le meilleur choix, ça. Mwanga, effectivement. Te séparer d'Abid Diallo, ça va faire très mal devant. Il y a des bons joueurs, hein, côté Strasbourg. Il y a des bons joueurs, mais est-ce que ça suffira? Je sais pas. En tout cas, j'ai été vraiment hyper déçu par ce qu'a proposé Strasbourg sur cette rencontre. Surtout cette nonchalance, quoi. Cette nonchalance. Ils se sont jamais battus, Strasbourg. À 0-1, il n'y avait rien. À 0-2, il n'y avait rien. À 0-3, il n'y avait rien du tout. Même à 0-3, je veux dire, on aurait pu imaginer qu'ils se découvrent un petit peu. Non. Ils étaient vraiment en position d'attente, à attendre le vol-retour pour retourner à Strasbourg. C'était quand même assez triste de ce côté-là. On va parler, quand on va faire l'équipe type, de Minamino, qui a été monstrueux, absolument monstrueux. Et on va pas en parler, mais je trouve ça un petit peu fâcheux. Pas que Ben Yedder soit titulaire, parce que bon, c'est le football, on sait que c'est cynique, on va pas se priver d'un buteur comme ça pour des histoires extrasportives, c'est comme ça que ça marche dans le foot, on le sait, hein, on n'a fait pas les surpris. Je trouve ça un peu triste qu'on file le brassard de capitaine à Wissam Ben Yedder. Je trouve que c'est un peu moyen. Est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas certain. On n'a pas parlé de Zakaria, mais oui, effectivement, Zakaria a fait un très bon début, bon joueur, mais qui s'était un peu perdu en route. Et finalement, voilà, le chat qui s'est endormi dans mes bras, c'est très mignon. Voilà pour le match contre Monaco-Strasbourg. Monaco qui est leader à la fin de cette journée. C'est peut-être la seule équipe qui a été vraiment sérieuse sur les 2 journées. Ils ont été sérieux contre Clermont, même s'ils ont été friables défensivement lors de la dernière journée précédente. Et là, contre Strasbourg, ça a vraiment déroulé, c'était facile. Attention, Monaco, hein, c'est très propre, c'est très sérieux. Le coach a l'air de bien bosser. Il y a un effectif qui est quand même très sympa à Monaco, hein. Très sympa, hein. Vous avez une défense centrale, Magassa, je connaissais pas, Magassa c'est quand même très fort, on verra ce que donne le gardien, mais vous avez surtout dans un football qui passe autant sur les ailes, vous avez Vanderson et Caio Henrique qui sont pas loin d'être les meilleurs latéraux du championnat, et puis bon, voilà, Golovin valeur sûre, Ben Yedder c'est quand même un très bon joueur, et si Minamino se met à jouer avec la tête à l'endroit, attention Monaco, il y a que 34 journées, ça peut aller... Qu'est-ce que tu fais? Arrête, mets-toi là, tiens, bon, d'accord, c'est pas grave. Ils ont 66 joueurs Monaco aussi. Ouais, après ça bosse bien. Qui pour empêcher Monaco de faire top 2? Allez, tiens, descends. Tiens, file. Désolé, hein, des aventures avec le chat. Voilà, va dans sa boîte, c'est bien. Va dans ta boîte. Si ça recrute Balogun en boost. Il leur manque un œuf, ça c'est sûr. Il leur manque un œuf pour compléter, parce que Ben Yedder, on sait que c'est fragile physiquement. Avec la vente de Voland, il n'y a plus grand monde derrière. Donc il leur faudra un gros neuf pour essayer de voir... plus loin, côté monégasque, mais sur ces 2 premières journées, c'est l'équipe la plus sérieuse, ça c'est sûr. On termine. Racing Club de Lens, Stade Rennais. Et le Racing Club de Lens qui a encore fait, comme la semaine précédente, une très bonne première mi-temps, qui n'est pas forcément concrétisée par des occasions, c'est un peu dommage, et puis derrière, pas grand-chose. Vraiment, Lens se saborde ce match tout seul. C'est simple, hein, au moment où le penalty est concédé par Abdoul Samed à la 50e minute, Rennes n'a pas tiré une seule fois au but. Rennes rentre au vestiaire sans avoir rien proposé. Ils sont dominés, ils sont surtout complètement asphyxiés, ils sont incapables de jouer au football. Et il y a ce penalty stupide concédé par Abdoul Samed qui permet à Rennes de revenir dans la rencontre, et jamais Lens a été en mesure d'appuyer sur l'accélérateur en seconde période. C'est vraiment dommage, parce que le RC Lens, les 2 premières mi-temps qu'ils font contre Rennes là, cette semaine et contre Brest la semaine précédente, c'est des mi-temps de haut niveau, et on sent qu'il y a un vrai potentiel dans cette équipe-là, on sent que c'est vraiment une très bonne équipe, et on verra si l'arrivée de Wai change quelque chose dans le réalisme devant. Il y a des joueurs dans cette équipe qui sont vraiment impressionnants. Machado, c'est une dinguerie, c'est vraiment un latéral frisson. Andy Diouf, il est monstrueux.
Vraiment, il y a un côté, je sais pas à qui on peut le comparer. J'ai mis Yaya Touré, mais c'est un peu plus, c'est pas plus que Yaya Touré, c'est plus puissant que ça, encore que Yaya Touré. Mais il y a vraiment un côté dingue. Andy Diouf, les prises de balles, la technique, la puissance, les capacités d'accélération, ça c'est une sacrée pioche, Andy Diouf, hein. Et il me semble qu'on en avait parlé côté lyonnais la saison précédente avant de se rabattre sur Tolisso. Mais ça, c'est une sacrée pioche, hein. Ils ont perdu Fofana, ils gagnent Diouf. Bah, finalement, je crois qu'ils gagnent au champ. Un côté Pogba, ouais, peut-être un côté Pogba, Yaya Touré, des choses comme ça. Il leur manque un 9 à Lens. Ouais, effectivement, on a vu Morgan Guilavogui sur la semaine précédente. Là, c'était Florian Sotoka, qui est un bon joueur, Florian Sotoka. On va pas le critiquer, c'est un super couteau suisse, mais c'est pas suffisant pour les ambitions du RC Lens. Et c'est sûr que l'arrivée de Wai peut changer énormément de choses, que Wai est quand même un énorme crack. Le RC Lens qui a balancé un pognon de dingue sur Eli Wahi, ça peut changer la donne parce que normalement un RC Lens avec un vrai tueur devant peut arriver à la mi-temps à 2-0 et le match est quasiment plié là-dessus. Donc j'ai peur pour Lens par rapport à l'enchaînement avec la Champions League. Ça risque d'être compliqué, ça risque d'être certaines claques dans la gueule aussi, c'est un autre monde. Et attention parce que là ça fait que 1 point hein, pour le RC Lens après la défaite contre Brest et le match nul contre Rennes, c'est des points qui vont déjà coûter cher. C'est 5 points qui n'auraient pas eu lieu d'être. Le RC Lens doit gagner contre Brest. Il se tire une balle dans le pied tout seul en seconde période. Et là, ils offrent le penalty à Rennes. Ils offrent l'opportunité à Rennes de revenir dans un match qui était vraiment pas gagné pour eux. Vraiment pas gagné. Donc, un peu déçu par Lens, même si j'ai été impressionné par Diouf et par Machado. Faudra faire un peu mieux. Mais attention à la saison un peu cauchemar avec les 6 matchs de Champions League qui arrivent là, hein. Attention. C'est combien Wai à Lens? Ça doit être une 30aine de millions, il me semble. Comme l'OM, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose en Europa League. Bah pour ça, il faudra finir 3ème. Attention, hein, c'est, je sais plus qui c'est qui a dit ça, je crois que c'est Samir Nasri, qui a dit vaut mieux être éliminé en barrage que faire dernier en groupe de Ligue des Champions. Et c'est vrai. Donc attention à Lens, ça peut vite se transformer en saison galère. Et dans une saison à 34 matchs, ça peut être plus difficile qu'il ne pense, je pense. Pas inquiet pour Lens. Non, je suis pas inquiet parce qu'il y a des bonnes bases. Il y a des bases collectives qui sont folles, vraiment folles, et j'insiste sur le mot. Hein. Mais les points perdus vont déjà coûter cher. Évidemment que je suis beaucoup plus inquiet pour Lyon que pour Lens, mais attention, parce que ça, c'est des erreurs un petit peu de jeunesse, c'est des points qu'ils doivent pas perdre, et ils vont en perdre à la régulière des points. Quand ils vont jouer contre Paris, peut-être qu'ils vont perdre des points en étant moins bons que Paris, mais pour l'instant, voilà, c'est des points perdus bêtement. C'est une belle mentalité de loser, hein, de dire que tu préfères faire une élimination en barrage que 4ème de groupe de LDC, je suis d'accord avec toi. Machado, c'est quand même un drôle de joueur. C'est un joueur qui a pas de sens, Machado. Vraiment, c'est le latéral sud-américain un peu pété du casque. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Je pense qu'il est absolument pas fait pour jouer dans un système à 4 derrière. C'est un mec qui doit jouer piston ou rien. Hein. Mais moi, j'adore. Il a une capacité, même sa frappe, la gestuelle de sa frappe à Machado, là, sur son but. Je vous invite à aller voir le résumé qui va sortir dans 10 minutes sur les chaînes de la Ligue. Allez voir le but de Machado, cette espèce de reprise de volée semi-extérieur du pied, là. La gestuelle de Machado, elle a aucun sens sur son but. C'est Taiwo. Ouais, il y a un petit côté Taiwo, c'est vrai. Il y a un petit côté Taiwo dans Machado, dans ce côté puissant, capacité à frapper, et un peu foufou que j'aime beaucoup. On dirait les frappes à la Roberto Carlos. Ouais, non, mais Machado, c'est un joueur frisson. Et encore une fois, il fallait aller le chercher. Alors, Lens est allé le chercher à Toulouse, mais Toulouse, ils sont allés le chercher dans le fin fond de la Pampa, en Patagonie, quoi. Donc ça, pareil, il fallait aller le chercher. Donc merci Toulouse d'être allé chercher un espèce d'ovni comme ça. Voilà, on a... Qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, quand même... Premier match de Ludovic Blas en tant que titulaire à Rennes, c'était pas bon. Ouh là là, le match de Ludovic Blas, sacrément caca. Hein. Ouh là là là. C'était très très laborieux. Ensuite, on a vu l'entrée en jeu de Jérémy Doku, qui est toujours pas parti du coup. Mais alors, Jérémy Doku, il a pas joué longtemps, je crois qu'il a joué une quinzaine de minutes. Il y a eu un moment donné, il a eu une passe en profondeur avec une prise de balle et frappe enchaînée là. Wow, mais on est sur un joueur supérieur, Doku. Hein. On est sur un mec qui va aller très 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 haut quand même. Hein. Mais ça va faire mal pour eux quand il va partir. J'espère pour Rennes que Martin Terrier va revenir à son meilleur niveau. Mais moi, je suis plutôt inquiet pour Rennes, je vais vous dire. Rennes qui a fait un super match contre Metz la semaine précédente. Là, la première mi-temps, elle est quand même vachement inquiétante pour Rennes. Il n'y avait vraiment rien du tout. Et c'était pas un Lens bulldozer en face. Hein. C'était un Lens qui pressait correctement, qui jouait correctement. Alors la première mi-temps de Rennes, c'est le trou noir hein, quand même. L'entrée en jeu de Matic, ouais c'est vrai, entrée en jeu de Matic énorme. Je pense que malheureusement pour Baptiste Santamaria, ça va être vite réglé son cas. Effectivement, peut-être qu'avec Matic, peut-être qu'avec Terrier, ça va être une équipe qui va être capable de mieux récupérer au milieu de terrain et mieux attaquer la profondeur, etc., etc. Après, Metz, ça joue sans gardien, certes.
Après, Rennes, ce sera comme tous les ans, spectacle à domicile, insignifiant extérieur. On est reparti sur les mêmes bases, effectivement. T'as débrief le tweet de Wallace. On en a parlé rapidement, mais si vous voulez, on en parlera sur un live nocturne en semaine prochaine, parce que là, on est sur le débrief qui sera sur YouTube, donc je préfère autant faire court, parce que ça fait déjà 1 heure en plus. On a terminé sur les 9 matchs de cette journée de championnat. Je vais vous remontrer les résultats. Petit résumé, 2-2 Metz-Marseille, 1-4 Lyon-Montpellier, 1 partout entre Toulouse et Paris, 2-0 pour le LOSC contre Nantes, défaite du Havre, 2-1 contre Brest, victoire tranquille du Stade de Reims, 2-0, match nul entre Lorient et Nice, victoire convaincante 3-0 de Monaco, et match nul entre Reims et le Stade Rennais. Est-ce que le classement est à jour sur le site de la LFP? Oui, incroyable, comme quoi tout arrive. Le classement à l'issue de cette deuxième journée de Ligue 1, c'est Monaco qui est en tête dans le Stade brestois. Il n'y a que 2 équipes qui ont gagné leurs 2 premiers matchs, c'est assez rare. On est quand même sur un classement assez tassé. On va descendre pour aller voir que les 2 relégables ne sont autres que l'Olympique Lyonnais et le Clermont Foot, avec le FC Nantes en embuscade. Que 3 équipes du coup qui ont perdu leurs 2 premiers matchs. Non, le classement n'est pas à jour. Si, il est à jour, pardon. Il est à jour. Bon, vous voyez qu'en vrai, les gros sont pas terribles, hein. Marseille 4 points, Lille 4 points, Paris 2 points, Lens 1 point. Finalement, c'est assez tassé pour le moment. Et c'est tout bénef pour Monaco là-dessus. Merci Flo pour le prime. Baisse pas trop, baisse pas trop. Ouais, on baisse pas trop, malheureusement. Regardez, on est là, regardez. On est là, hein, l'Olympique Lyonnais. C'est ma région Rhône-Alpes, effectivement. Effectivement, belle région Rhône-Alpes, belle performance pour l'invoquer. On va passer sur l'équipe type. L'équipe type de la semaine, si vous le voulez bien. Alors, laissez-moi juste le temps de mettre mon petit dessin. Alors, cette fois, on va s'appliquer un petit peu plus que ça. Non, un terrain, ça ne va pas. Voilà. L'équipe type de la semaine. Alors, on va d'abord dessiner le terrain du mieux qu'on peut. Hop. Bon, ça va. On a connu des rectangles plus dégueulasses que ça. Vous avez vu, je m'applique vachement plus qu'hier, hein. Ah merde, le rond est un peu foireux, mais c'est pas grave. Aïe, 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 c'est la catastrophe. On dirait un match de Lens. La première mi-temps était parfaite, la deuxième était foireuse. Alors, nous avions dans les prétendants à l'équipe type de la semaine, au but, ça va être vite réglé, les gars, parce qu'on a eu de bonnes performances. Il n'est pas droit. Ben oui, il n'est pas droit, malheureusement. De bonnes performances de Chevalier, très bonne performance de Bizotte aussi. Diouf a été plutôt bon aussi, mais il y a un nom qui s'impose assez logiquement. Non, ce n'est pas Ryu. Arrêtez, bande de gros trolls, là je vous vois. On va pas faire de débat longtemps. Ce sera pour Vogo cette semaine, qui a été brillant. Rien que pour la passe D de Lecomte. C'est vrai que Lecomte aurait pu y aller aussi. À la relance, il a été vraiment excellent. Côté droit, j'ai mis 3 prétendants. C'était Thiago Santos, Fouquet et Klaus, pardon. Je pense que Thiago Santos s'impose de lui-même pour une 2e semaine d'affilée. Parce qu'il a été vraiment excellent. Et je trouve le joueur très 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 intéressant à avoir joué. On aurait pu mettre effectivement Fouquet qui a fait un super match. Mais on va laisser Thiago Santos. Sur la défense centrale, je suis un peu plus perplexe. J'ai 7 noms. J'ai Singo, Brassier, Agbadou, Skriniar, Abdelhamid et Luis Costa. Singo, je pense qu'il s'impose de lui-même parce qu'il a vraiment été excellent. Donc on va le mettre par essence. Et on va peut-être faire un sondage si Socrate est dans le chat, notre cher Modo, avec donc le 2e prétendant entre Abdelhamid, Agbadou, Brassier, Skriniar et Luis Costa, si on peut lancer ça. C'est Logan Costa ou c'est Luis Costa? C'est Logan Costa, excusez-moi. C'est Logan Costa? Pourquoi je dis Luis Costa? Je confonds avec qui? Il n'y a pas un Lorientais qui s'appelle Luis Costa? C'est Logan Costa, excusez-moi. Logan Costa, en plus, qui était buteur sur la finale de Coupe de France. Pourquoi je dis Luis Costa? Il y a un Luis Costa, non? Vous voulez mettre Abdelhamid? Tino Costa, non. Abdelhamid, Agbadou, merci monsieur Brazard, Elodie Costa. Est-ce qu'on mettrait pas Abdelhamid tout court? On va mettre Abdelhamid tout court. En vrai. On peut mettre Brassier quand même, hein. Abdelhamid ou Brassier? Abdelhamid? Ouais, je me fais piquer par un moustique là. Allez, on va mettre Abdelhamid. On mettra... Tant pis pour le sondage, c'est pas grave. Pierre, si tu m'écoutes, te fatigue pas. On va mettre Abdelhamid. Côté gauche, ça se joue à 5
Ismaili, Kandé, Barr, Loco ou Machado. Je vous avoue que j'ai une préférence pour Melvin Barr parce qu'il a été brillant défensivement. Donc j'aurais tendance à mettre Melvin Barr. Ah bah voilà, parfait, le sondage, incroyable, incroyable. Vous avez dit, j'ai même pas le temps de commencer ma phrase que le sondage est déjà en ligne. Voilà, vous avez 1 minute pour voter. Ismaili, Kandé, Barr, Loco ou Machado. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez pas voter. Voilà, pendant ce temps-là, je suis en train d'éclater un moustique. Vous êtes parti sur du Machado. On est parti sur du Machado, c'est sans appel. On va remettre Machado, qui pareil était déjà là la semaine précédente. Voilà, Machado. On va faire un milieu à 2, et là-dessus, ça va être assez rapide. J'avais prévu un sondage, mais on va faire ça rapidement. S'impose de lui-même Richardson, qui a été immense. Donc on va remettre Richardson, qui était en contention déjà la semaine précédente. Et pour le deuxième poste, je pense que ça se joue entre Thuram et Diouf. À vous de me dire. Thuram, Diouf, Camara. Non, Ugarte, non. Ugarte, il a été bon, mais il n'a pas été aussi bon que la semaine précédente. Chotard, Thuram, Diouf. Chotard, Thuram, Diouf ou Endoram. Thuram, pour moi, c'est Thuram. Hein. Thuram ou Diouf. Thuram ou Diouf pour moi. Vous avez le sondage là. Vous avez Thuram ou Diouf. Vous mettez Diouf, on va mettre Diouf du coup. Bon, le sondage est parti sur des grosses bases. Alors c'est là que ça va devenir compliqué, parce que là, il y a pas mal de joueurs qui se marchent dessus. Il y en a un qui est évident, qu'on va mettre tout de suite, c'est Del Castillo, ici. Voilà, Del Castillo, buteur-passeur. De l'autre côté, on va mettre Minamino. Ça, c'est sûr. Et il nous reste donc à trouver une place pour Altamari, qu'on va mettre en pointe. Même si c'est pas son poste, tant pis. En fait, on va faire plus simple. Regardez, on va faire un truc intelligent. Voilà, on va faire ça. On va mettre Del Castillo en 10 parce que c'est plus ou moins son poste. Et on va mettre Altamari à droite. Alors hop, on va mettre Altamari. Et qui on met en pointe? C'est ça la question. Est-ce qu'on met Mikotadze? Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été bons. Hein. Il y a eu Zegrova, il y a eu Ito. Qui on met en pointe? Est-ce qu'on met Nordin, Calumendo, Ben Yedder ou Mikotadze? Vous voulez mettre Adams? Je ne l'ai pas mis dans les choix, Adams. Parce que c'est pas lui qui a porté le match contre Montpellier. Alors, après, les remplaçants, on verra après. On verra le super sub. On va le noter ici, le super sub. On va le mettre là et on votera après pour le super sub. Vous voulez mettre Mikotadze? Minamino pas à gauche. Bah oui, mais je peux pas le mettre ailleurs, Minamino. Mikotadze? Bah allez, Mikotadze, parce que vous êtes des gros clubistes. Et que c'est 6-9... Bon, attendez, j'ai raté mon dé, là. Mikotadze. Bon, elle est pas dégueulasse, cette équipe. Minamino à gauche, j'ai le surfroid dans le dos. Mais oui, mais Altamari a joué à droite, donc je sais bien que Minamino, il joue pas ailier gauche. Je sais bien qu'il joue... oui. Qui on met en super sub? En vrai, la logique, c'est Mbappé. Mais Adam Ounas a fait une super rentrée. Matic a fait une super rentrée aussi. Qu'est-ce que j'ai noté? Vitinha a fait une bonne rentrée aussi. Pour moi, c'est Ounas. Pour moi, c'est Ounas qui rentre et il casse tout. Il casse tout sur son passage. Ouais, allez, il n'y a pas trop de matchs. On va mettre Ounas. Et qui on met en coach? Qui on met en coach? Bah, Derzak. Derzak, Will Steele ou Adi Hutter. Non, pas Blanc. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Hutter ou Derzak? Hutter? Ah, il y a match là. Hein. Vous avez le sondage là. Bon, c'est Ounas qui va gagner le super sub. Pour moi, c'est Derzak en vrai. Hein. Derzak ou Hutter? Ah, il y a match. Hein. Il y a match, hein. Le coach de Botafogo. Facile d'être bon contre elle, donc Hutter. On a mis un Montpellier hein, quand même. On va mettre Hutter alors. Alors, vous avez le sondage là. Hutter ou Derzak. Voilà, vous avez 1 minute pour voter. Ah, c'est serré, hein. C'est serré, hein. C'est serré jusqu'au bout. C'est très très serré entre Derzak et Hutter. Je disais, si vous êtes sur YouTube, vous voyez pas le sondage. Il faudrait que je prenne un widget pour pouvoir les afficher. Pour l'instant, c'est très serré. On est à la moitié, à peu près la moitié. Il y a 56 voix pour Derzak et 45 pour Hutter. C'est très très serré. Mais ça balance en faveur de Derzak, là, visiblement. Si vous voulez voter, il faut juste un compte Twitch. En live. En replay, malheureusement, vous ne pouvez pas voter, évidemment. J'en ai un à te filer, Charlie, je vous t'en parler. Ah bah super, parfait, nickel.
Et je crois qu'on va partir sur Der Zakarian. 72 voix contre 62, c'est très serré. Et on va partir sur Derzak. Les mentions honorables maintenant de cette journée. Est-ce que là c'est bon? Oui, c'est la bonne couleur. Qui on n'a pas mis dedans et aurait mérité d'y être? Lilian Brassier, je pense qu'il aurait pu y être. Zegrova, effectivement, qu'on va mettre ici, qui aurait mérité d'y être. Thuram. Ismaili, ouais, Ismaili aurait mérité d'y être. Et on va mettre un 5e nom. Qui manque là-dedans? Abouklal, Ito. Abouklal, Ito, qu'est-ce que j'ai noté? Barr en vrai, hein, Melvin Barr. Hein. Endoram, non, t'as raison, Endoram. Endoram, il mérite. Enfin, super match, Endoram. C'est vrai que Camara c'est pas déconnant aussi. C'est vrai qu'on n'a pas mis de milieu monégasque. Hein. On a mis... Non, on va mettre Camara. Camara était énorme. Ça me semble plutôt correct. C'est vrai qu'on aurait pu mettre Ito aussi, mais on l'a déjà mis la semaine précédente. Ugarte aussi, donc c'est pas déconnant. Et on va mettre Rip. Le pigeon. Voilà. Camara, il ramène même le pigeon. Magassa en plaçant central. Les pigeons, oui, les pigeons même. Les pigeons, effectivement, puisqu'il y a deux pigeons qui ont été frappés par un ballon en plein Louis II. Terrible. On n'oublie pas. On pense à leur famille et on leur souhaite un bon rétablissement s'ils ne sont pas encore morts. Dessiner, non, je vais pas m'y risquer. Je vais pas m'y risquer. Voilà l'équipe type de cette journée de championnat. Il nous reste juste à faire le point sur la journée suivante. Et ensuite, on fera un petit point Ligue 2. Peut-être d'abord le point Ligue 2. Vite fait un point Ligue 2. Juste pour voir les résultats vite fait. Peut-être qu'à un moment donné, on fera une partie avec un intervenant en Ligue 2, puisque j'ai un ancien collègue qui écrit pour le site maligue2.fr, si je dis pas de bêtises, et qui est très calé là-dessus, donc lui sera en mesure de parler de tout ça. Alors hop, la Ligue 2 pour voir qu'il y a eu pas mal de buts en vrai. Dans la première partie de cette journée-là, match nul de partout dans le match entre les deux anciens pensionnaires de Ligue 1, Angers et Auxerre. Amiens s'est imposé face à Bastia. Malherbe va toujours aussi bien avec une victoire 2-0 contre Concarneau. Grenoble 3, une belle performance d'Amin Sbaï encore, mais ça n'a pas suffi. Match nul. Laval qui s'est imposé face à Rodez, ça va bien pour Laval. Pau qui allait tarter la gueule du Paris FC. Saint-Etienne qui va un petit peu mieux. Avec une victoire contre Quevilly. Annecy, c'est la surprise peut-être. 3-0 pour Annecy contre l'USL Dunkerque. Un match nul chiant comme la mort entre Valenciennes et Guingamp. Et demain, on aura droit à un Ajaccio-Bordeaux pour un très beau match de Ligue 1 et demi. Au classement, qu'est-ce que ça nous donne en Ligue 2 au bout de 3 journées? C'est Malherbe qui est en tête avec 3 victoires en 3 matchs, tout comme Amiens. Grenoble en embuscade, Laval se porte bien, et tout en bas, c'est les Girondins qui sont pas au top. On verra s'ils arrivent demain à engrainer leur première victoire de la saison. Saint-Etienne remonte et sort des enfers, mais pour l'instant, c'est pas encore le top du top. Ça va pas du tout pour le Paris FC. Oh merde, oh c'est con ça, oh zut alors, zut, c'est triste. Et Sochaux, bah oui, Sochaux, mais ils sont pas là, Sochaux. D'ailleurs, j'ai reçu ma carte de socio. J'ai payé les 50 balles et je suis désormais un socio du FC Sochaux. Donc on espère les revoir très vite, très haut, le FC Sochaux. Bordeaux a une victoire déjà. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Excusez-moi, ils ont un point en moins, je suis un débile. Effectivement, je suis con, ils ont un point en moins, c'est pour ça qu'ils ont une victoire. J'ai vu les 2 points et je me suis dit, bah ils ont fait 2 matchs nuls. Non, mais c'est vrai qu'ils ont gagné Bordeaux, juste ils ont un point en moins parce qu'ils sont cons. Le Furlan Ball qui fait des ravages. Ah bah c'est comme d'hab. Non, mais je pense qu'à un moment donné, j'irai à Dornano cette saison. J'irai à Dornano parce que c'est un club que j'aime beaucoup, c'est une ville que j'aime beaucoup, et c'est des supporters que j'aime beaucoup. Donc je pense qu'à un moment donné, j'irai à Dornano et que je ferai peut-être le débrief, peut-être en direct du stade, même quelque chose comme ça, parce que bon, il y a peut-être moyen de goupiller un truc. Pourquoi tu aimes pas le Paris FC? Pourquoi j'aime pas le Paris FC? Il faut que tu tapes Paris FC Olympique Lyonnais Coupe de France et tu comprendras assez rapidement pourquoi j'aime pas trop. Furlan, c'est trop sa cam, la Ligue 2. Ah ben c'est ça, hein, Furlan c'est son terre-terre. Quand il est en Ligue 2, c'est Pep Guardiola. Quand il est en Ligue 1, c'est un peu plus compliqué.
Voilà pour le point Ligue 2. Peut-être que dans les semaines suivantes, on fera un petit point plus long là-dessus. Mais vous voyez, ça fait déjà 1h20 de débrief, hein, donc c'est beaucoup quand même. Journée suivante de Ligue 1, ce sera la semaine prochaine. On va faire les pronos. On va faire les pronos si vous le voulez bien. Il faut juste que j'ouvre le bon fichier. Donc laissez-moi juste le temps d'enregistrer ce qu'il faut. L'équipe type, voilà, ça c'est bon. Et on va faire les pronos de cette prochaine journée de Ligue 1. On commencera par Nantes-Monaco, ce sera vendredi. Hop, j'ouvre la bonne fenêtre et normalement ça va s'afficher parfaitement nickel. Nantes-Monaco, Marseille-Brest, Paris-Lens, gros choc Paris-Lens, ce sera samedi soir. Rennes-Le Havre, Clermont-Metz dans un match qui sent déjà le soufre. Toulouse qui ira du côté de Strasbourg, Montpellier-Reims, Lorient-LOSC et Nice-Lyon qui aura lieu à 20h45, pas 21h, ce sera dimanche. Donc comme la dernière fois, ce sera débrief Olympique Lyonnais à 23h et débrief Ligue 1 à minuit. Les deux s'enchaîneront comme la semaine suivante, puisque la semaine suivante, la journée numéro 4, ce sera Lyon-Paris Saint-Germain également le dimanche soir. Les pronos, maintenant, débrief qui sentira le sang, effectivement. 5 sur 9 pour cette journée. C'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Les pronos, Nantes face à Monaco, combien vous me donnez ? Nantes-Monaco. En vrai, ça sent le soufre pour Nantes. Hein. Ça sent le soufre pour Nantes. 0-2, un 0-2 bien tassé. Un 0-2 bien tassé, mon 2 est très moche, on va le refaire, voilà. 0-2 bien tassé. Marseille-Brest, normalement ça devrait dérouler. Marseille peut pas faire la même saucisse que contre Metz. Mais attention, Brest ça tient la route. 1 partout, 2-1. 2-1, vous me dites, vous êtes plutôt chaud pour le 2-1 ? Allez, 2-1, Marseille-Brest. Paris-Lens. Alors là, pour le coup, je suis bien incapable de vous dire Paris-Lens. PSG-Lens, bien incapable de vous dire. Mbappé revient, normalement, 0-0. C'est quoi ? On va tenter le diable, on va être 0-0, tiens. 0-0. Rennes-Le Havre. Rennes-Le Havre, j'ai peur que ce soit les bonnes bases d'une PT, hein, Rennes-Le Havre. Rennes à domicile. Le Havre, c'est quand même friable en défense. Ça va essayer de jouer au foot, ça peut prendre une vraie PT. Hein. Ça peut prendre une belle PT, le Havre, malheureusement. On va mettre 3-0. On est ambitieux au niveau but, là. Hein. Clermont-Metz, on gonfle un petit peu. Pour moi, si Miko Tadze est pas parti, ça peut faire 1-0 pour Metz. Ouais, on va mettre un 0-1, tiens. On va mettre un 0-1, on va croire au FC Metz, parce que c'est un club de gens très gentils, et parce qu'on croit en Miko Tadze. Strasbourg-Toulouse. Strasbourg, toujours qui souffle le chaud et le froid. Je suis bien incapable de vous dire. Je vois des buts, par contre. Toulouse-Strasbourg, je vois les buts. Un petit 1 partout, ouais. Un petit 1 partout. Montpellier-Reims. Alors ça, pareil, je pense que ce sera un match un peu fermé. Je sais pas. Je sais pas, Montpellier. Je vous écoute sur Montpellier-Reims. 2-2 2-2 1-0, 1-2, 3-3. 3-3, vous êtes ambitieux, les gars. Allez, on va mettre 1-2. J'ai raté mon 1, on va refaire le 1. 1-2, Lorient-Lille, bah pour le coup, allez, on va mettre un 1-0-2 bien tassé. Et Nice-Lyon. Nice-Lyon, je vous laisse. Nice-Lyon, c'est pour vous. Combien vous me mettez, Nice-Lyon ? 3-1. Je vous rappelle qu'on n'a pas Alexandre Lacazette contre Nice. Hein. 12-0. 8-2. On va mettre, allez, on va être un petit peu optimiste. On va mettre 2-0. Et je persiste à dire, on va être optimiste en mettant 2-0. On n'a rien d'autre à pronostiquer que ça. Hein. On est bon, démission de Blanc, moins 4. Triplé de Rioux, allez, let's go. Voilà, on a terminé pour les pronos de cette troisième journée. Je vous donne rendez-vous, du coup, pour le débrief de cette troisième journée. Ce sera dimanche prochain à minuit. Le prochain live sur la chaîne, ce sera mardi ou mercredi pour un live nocturne où on parlera de Mercato, on parlera de Twitter, on parlera de plein de choses diverses et variées. Donc soyez là si vous voulez poser des questions autres que sur le foot ou même parler de foot sur des sujets autres. Merci en tout cas d'être aussi nombreux. Vous étiez environ 800 ce soir à suivre le débrief en live. Merci à ceux qui seront là sur YouTube également, ceux qui lâcheront des commentaires, des pouces, etc. etc. C'est un nouveau format. Ça demande du temps pour moi de le faire, mais ça vaut le coup et je suis très content que ça vous plaise. Voilà, on parlera de l'absence de Kuchi, effectivement. Donc merci à vous. C'est tout. En vrai, vous avez tous les liens qu'il faut dans la description YouTube ou sous le stream, les liens Twitter, Discord, Instagram, etc., etc. TikTok si vous avez envie. Vous avez tout ce qu'il faut au niveau réseau. C'est tout. On a fini. Il est minuit 09. On est dans le timing. On va se quitter là-dessus.
Je vous envoie en raid, je sais pas chez qui, on va regarder ça. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis une bonne prochaine journée de championnat. Voilà, une bonne semaine pour ceux qui vont taffer demain. Allez, ciao, à bientôt, bisous.